Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo spéciale confinement sur notre retour d'expérience, sur comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'avoir les enfants à la maison, de devoir faire l'école à la maison et de devoir travailler à la maison. Un retour d'expérience issu de nos 5 années de déscolarisation partielle ou complète pour nos enfants qui ont aujourd'hui 5, 6 et 9 ans. Je suis Nicolas Aignon de libérelabel.com. Mon activité principale c'est d'être mentor pour entrepreneurs. Et donc pas spécialement de faire l'école à la maison, c'est pas ça mon métier. Mais en revanche, je suis vraiment ravi de partager ces techniques-là si elles peuvent être utiles. Et d'autant plus qu'en fait, il y a énormément de passerelles, hein, comme je le disais dans la vidéo précédente, énormément de passerelles entre ce que j'enseigne dans nos programmes de mentoring et de transformation et ce que j'ai expérimenté à la maison. La première vidéo, c'était sur comment est-ce qu'on peut garder son énergie en tant que parent, c'est-à-dire simplifier, fluidifier l'autonomie des enfants, les relations avec les enfants sur toutes les scènes de la vie quotidienne, pour garder de l'énergie à dédier à l'enseignement si on doit faire l'école à la maison en plus. Cette vidéo sera du coup dédiée à la partie plutôt enseignement-apprentissage, pardon, et elle sera sans doute un peu plus déroutante que la première, puisqu'on a fait des choix qui sont nettement plus extrêmes et nettement moins courants que ce que j'ai pu détailler là dans la partie des rituels dans la vidéo précédente sur le quotidien. Alors, pourquoi ça va être plus perturbant? Parce que nous avons fait le choix avec nos enfants sur les dernières années. Donc on a eu autant d'organisations différentes que d'années, hein. Ils ont été complètement à la maison, puis ils ont été 2 à la maison, un dans une école qui suit les schémas de l'école démocratique. Après, il y a eu une année de rescolarisation pour les 3 dans le système classique. Là, cette année, ils sont à moitié déscolarisés et à moitié en Montessori. Enfin, on a expérimenté vraiment beaucoup de choses. Et pour toute la partie qui se passait à la maison, on a pris le parti de miser sur les apprentissages qu'on appelle autonomes, c'est-à-dire qu'on n'a strictement rien enseigné à nos enfants, enfin ou très très peu, quelques pourcents par rapport à ce qu'on leur aurait enseigné à l'école, et en partant du principe que tout comme ils avaient appris à marcher et à parler, ils étaient capables d'absorber à peu près n'importe quel apprentissage, pour peu qu'ils soient dans les bonnes conditions. Et donc plutôt que de consacrer notre énergie sur le fait de leur transférer les apprentissages, on a concentré notre énergie sur le fait de créer les bonnes conditions, dont on va parler là. D'accord? Deux, trois petits éléments de contexte, parce que quand je dis ça, souvent on me dit c'est n'importe quoi, c'est pas légal de sortir ses enfants de l'école, etc. Il se trouve que c'est tout à fait légal. La loi n'oblige pas du tout les enfants à aller à l'école, ni à 6 ans, ni même à 3 ans. La loi oblige les enfants à suivre une instruction. D'accord? L'instruction elle peut être assurée par l'école, et c'est le cas dans 99,9% des enfants, ou l'enfant peut être, l'instruction peut être assurée par les parents ou par n'importe qui en fait. Ça peut être un précepteur, peu importe, quelqu'un qui s'en occupe à la maison, on appelle ça l'instruction en famille, et voilà. Et du coup, on a juste un inspecteur qui vient une fois par an, un inspecteur qui est le même qui vient à l'école, qui vient s'assurer que les enfants progressent et que concrètement ils ne sont pas enfermés dans une cave toute la journée, quoi, voilà. Et qui reçoivent bien une instruction. Et on est très libre en fait sur le mode d'instruction. Les enseignements, les apprentissages autonomes, ce qu'on utilise nous, ça fait partie des possibilités. Voilà. C'est pas du tout une vidéo pour ou contre l'école, pour ou contre la déscolarisation, etc. Nous, on a fait notre chemin, qui nous amène à avoir pris ces décisions-là, si on l'a fait, c'est un peu parce que ça nous appelait aussi, parce qu'on était confrontés à des problématiques assez lourdes avec notre second, qui avait des caractéristiques, enfin des signaux de type Asperger assez jeunes, hein, des 3-4 ans, et du coup concrètement on ne voyait pas comment il pouvait être scolarisé dans une école classique. Il se trouve qu'on a réussi à dépasser, à transformer ça, et donc aujourd'hui il est rayonnant, enfin il n'a plus du tout ces symptômes Asperger qui se manifestaient par des tempêtes émotionnelles extrêmement fortes et extrêmement fréquentes. Enfin, c'était 10 ou 15 crises par jour, des crises de tristesse, des crises de colère, etc., qui étaient très très compliquées à gérer. Et du coup, on a été un peu poussé à s'intéresser à la déscolarisation avec cet enfant-là, et du coup, ça nous a mis le pied à l'étrier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a tiré de ces quelques années là, hein, d'enseignement du coup plutôt alternatif, et qu'est-ce que je peux te recommander du coup dans ce contexte de confinement?
Je pense que ma recommandation, si, en tout cas jusqu'à 9, 10, peut-être même 11 ans, c'est pas trop se prendre la tête. C'est qu'un enfant est capable d'apprendre extrêmement vite pour peu qu'il soit dans les bonnes conditions, et que le rythme auquel il est confronté à l'école est plutôt un sous-régime qu'un sur-régime. Et que, honnêtement, le fait qu'il perde quelques mois d'école dans ces âges-là, ça n'a strictement, vraiment strictement aucune importance, quoi. Donc ça, c'est mon introduction. S'il est plus âgé, collège, lycée, etc., honnêtement, je ne connais pas. J'ai la conviction, c'est à peu près le même topo, mais je m'engage pas parce que je connais pas. Un cran plus loin, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert qu'un enfant est capable d'apprendre extrêmement vite, mais là, vraiment extrêmement vite, et je te donnerai un exemple juste après, pour peu qu'il soit dans les bonnes conditions. Et les conditions, à ce stade de nos recherches, si on veut, pour moi, il y a 3 conditions. Il faut que ce qu'il est en train d'apprendre ait du sens pour lui, qu'il voit un minimum à quoi ça lui sert et pourquoi il l'apprend. Il faut qu'il ait une certaine autonomie dans son apprentissage, c'est-à-dire qu'il décide un peu quand il va l'apprendre, à quel rythme il va l'apprendre, avec quelle intensité il va l'apprendre. Et ça autorise du coup le fait qu'il passe des journées non-stop à lire si son truc c'est d'apprendre à lire en ce moment, hein, ou des journées non-stop à compter si son truc c'est d'apprendre à compter. Et le troisième ingrédient, c'est qu'il ait le sentiment par lui-même et pour lui-même qu'il est bon dans ce qu'il fait. D'accord? Donc qu'il fasse pas ça pour l'adulte, pour faire plaisir à l'adulte, mais qu'il fasse ça parce que ça lui fait plaisir à lui. Voilà. Et ces 3 ingrédients, c'est pas si anodin que ça, hein. Le fait que ça ait du sens pour lui, le fait qu'il ait une autonomie sur le dimensionnement de l'apprentissage, sur l'intensité de l'apprentissage, et le fait qu'il en tire vraiment une impression d'être bon dans ce qu'il fait, c'est très très puissant pour un enfant. Et moi j'observe que c'est exactement les leviers de motivation d'un adulte. Donc les travaux qui sont très bien foutus de Dan Pink sur la vérité sur ce qui nous motive ne dit pas autre chose. Et donc il y a une espèce de vérité universelle là-dedans qui me semble assez nette. Les adultes, en revanche, ne font pas avec les mêmes moyens que les enfants, ça, hein. Les enfants, l'état naturel de l'enfant dans lequel il remplit les trois catégories, il sait pourquoi il le fait, il choisit l'intensité et il a l'impression de devenir bon dans ce qu'il fait, c'est en jouant. Il n'y a pas 36 manières. Le jeu, c'est son métier. Enfin, en tout cas, pour moi, pour un enfant jusqu'à 10, 11 ans, peut-être même après, là aussi je connais moins, son métier, c'est de jouer du matin au soir. Et c'est en jouant qu'il apprend. Voilà. Et c'est vrai d'ailleurs chez la plupart des animaux, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois que ces conditions sont réunies? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne le signe clinique le plus visible, ça donne de l'enthousiasme. Là, c'est très très net. Je le constate chez nos enfants, je le constate chez pas mal d'autres enfants qui sont déscolarisés. Ça donne des décharges d'enthousiasme toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, hein. Et ça se voit, quoi. Parce que certains enfants l'expriment ouvertement ou pas. Nous, notre dernier, il l'exprime en tapant les mains comme ça. Comme ça, c'est trop drôle, quoi. On sent qu'il y a une décharge d'enthousiasme, quel que soit le sujet, et c'est toutes les 2-3 minutes, quoi. Et nous, en tant qu'adultes, on se dit, waouh, dis donc, mais ça va être fatigant en fait, mais lui tellement dans son état de flow, dans sa bulle, que c'est juste ça le nourrit, quoi. D'ailleurs, ça les nourrit tellement, les enfants qu'on laisse être dans leur bulle d'enthousiasme, ça les nourrit tellement qu'ils en oublient d'aller prendre leur petit déjeuner, leur goûter, ils sont dans leur truc, tellement dans leur truc qu'ils n'entendent pas quand on les appelle. Enfin, il faut aller les toucher pour qu'ils sortent de cet état-là, quoi, pour qu'on puisse avoir leur attention. Ça crée au-delà de l'enthousiasme, il se trouve que l'enthousiasme, enthousiasme égale dopamine. Dopamine égale apprentissage accéléré. Enfin, ça, les neurosciences sont ultra claires là-dessus. Le premier accélérateur d'apprentissage, c'est la dopamine via l'enthousiasme, ou l'enthousiasme via la dopamine. Ouais. Point. Ouais, c'est extrêmement clair, ça. Ça crée tout un cercle vertueux autour de ça. Ça crée de la concentration. Il faut voir un enfant jouer au Lego à un moment où il est passionné par ses Lego, c'est juste incroyable le niveau de concentration. Ça dépasse, enfin ça bat à plat de couture le niveau de concentration moyen d'un adulte, il n'y a pas de sujet, quoi. Il faut voir le niveau de détermination que ça donne quand un enfant joue, aller chercher la pièce pendant des heures, alors que nous en tant qu'adultes on lâche l'affaire au bout de 15 minutes, et encore 15 minutes c'est quand on a de la patience, quoi.
Il faut voir le niveau de sérieux que ça donne, c'est-à-dire que quand effectivement il trouve pas la pièce, c'est la catastrophe. Quand il est en train de jouer dans son univers et qu'il a son château de cartes ou son château de Capla, je sais pas, se casse, c'est la catastrophe. Du coup, ça donne des décharges émotionnelles qui sont phénoménales. Toutes ces qualités, en fait, c'est des qualités qui sont exceptionnelles chez l'enfant, qu'on perd petit à petit, et qu'on aimerait bien restaurer chez l'adulte. Nous, notre parti pris, c'est de faire en sorte qu'il ne les perde pas. Voilà. Euh, si on pousse le cercle vertueux encore plus loin, ça donne un apaisement en général. Enfin, un enfant qui est nourri en jouant et en étant dans ce trio-là, là, de savoir pourquoi il fait les choses, d'être autonome pour décider de l'intensité, et d'être content, d'être fier, de progresser, de se sentir bon dans ce qu'il fait, que ce soit une matière de pur jeu, que ce soit académique, hein, là on va voir dans la suite que finalement la frontière peut être assez ténue pour peu qu'on décide qu'elle soit ténue. Ça donne un apaisement de l'enfant, il est nourri, voilà. Et du coup il va moins chouiner, il va plus s'ennuyer, et du coup il va moins aller taquiner ses frères et sœurs, il va moins aller chercher la sollicitation des parents, etc. Enfin, le cercle est extrêmement vertueux. Un exemple pour fixer les ordres de grandeur, parce que j'ai parfois un peu l'impression d'être sur une autre planète quand j'en parle avec d'autres parents. Je peux prendre l'exemple de notre aîné, de son parcours sur l'apprentissage de la lecture. Donc lui, on l'a retiré de l'école, un peu parce que c'était compliqué pour son frère, mais c'était un peu compliqué aussi pour lui, parce que ça l'éteignait, quoi. En grande section de maternelle, il revenait le soir en disant « j'ai encore dû faire mon travail ». Il était là avec une tête de 3 pieds de long, j'ai encore dû faire mon travail. Moi, ça me choque, en tant que mentor, accompagnant pour entrepreneurs, en mettant la joie, l'enthousiasme au cœur de tout ce que je fais, c'était pas possible, quoi. Et du coup, on l'a sorti de l'école, et il avait ouvert une petite fenêtre sur la lecture, puis il l'a refermée pendant son primaire, pendant sa maternelle. Il l'a refermée pour plusieurs années. Donc ça, je reviens pas là-dessus. Mais du coup, concrètement, à 8 ans, il savait toujours pas lire, quoi. Quand on est parent et qu'on a un enfant qui est déscolarisé, qui a 8 ans sait pas lire, je peux vous dire que la terre entière colle la pression, parce que c'est genre père indigne, quoi. Mais bon, nous on faisait confiance au process et il savait pas lire. Il se trouve qu'il a été rescolarisé une année en CE2 et il a appris qu'un cas à déchiffrer. À la fin de son CE2, il arrivait à déchiffrer à peu près, mais objectivement il savait pas lire, quoi. Et puis en septembre dernier, donc ça fait un peu plus de 6 mois, là, il a eu un déclic où il s'est dit tiens, mais en fait, vraiment j'ai envie de lire, quoi. Les livres l'intéressaient depuis toujours. Et c'est-à-dire qu'il était en permanence dans des livres de la médiathèque, etc., mais il voulait pas lire par lui-même. Ça lui parlait pas. Il y a eu un déclic autour du Harry Potter. Le sujet l'intéressait suffisamment et donc du jour au lendemain, il s'est mis à lire, et il s'est mis à lire Harry Potter direct. Et là, donc 6 mois plus tard, on est en mars, au moment où je fais la vidéo, là. Je pense, j'ai pas fait le compte exact, mais j'ai fait un petit peu l'estimation là pour faire la vidéo. Il a dû lire 2500 pages, je pense. 2500 pages en 6 mois, ça représente, grosso modo, c'est 3 tomes et demi de Harry Potter. Il a arrêté au milieu du 4e tome parce que ça fait un peu trop peur en fait par rapport à son âge là. Et puis, et sinon, il se fait assez facilement un livre de 100-150 pages par jour. C'est devenu, ouais, ça dose quoi. Et du coup, c'est pas prêt de s'arrêter là, visiblement. Voilà ce que ça donne en fait. Ça donne ce genre de mécanique-là, ça donne un enfant qui passe de tout ou rien sur la lecture en quelques semaines, quoi, quelques mois. Il a rien, je pense qu'il est ni plus malin ni moins malin qu'un autre, quoi. C'est juste que c'est le bon moment et il a un enthousiasme, mais c'est un bulldozer quoi, sur le sujet. En fait, on ne peut pas l'empêcher de lire. Il a envie de venir avec son livre à table et de lire sous la table en même temps qu'il mange, quoi. C'est ça que ça donne quand il sait pourquoi il le fait, il décide de l'intensité avec laquelle il le fait, et il a une énorme fierté à se voir progresser à cette vitesse-là, et ça le nourrit de façon assez intense. Qu'est-ce que ça donne ça pour du côté des enseignements du coup à la maison? En gros, le problème que je rencontre le plus souvent, et qu'on a rencontré pas mal, nous, c'est que c'est pas facile de créer ces conditions d'apprentissage à haute fréquence. Pardon, c'est pas facile dans l'absolu, et puis c'est pas facile quand on est, nous, un peu fatigués en tant que parents. Ces conditions, du coup, que ça ait du sens pour l'enfant, autonomie sur l'intensité, et le fait qu'il perçoit bien qu'il est en train de progresser en cours de route.
Ça demande vraiment la piste, et ça va être beaucoup moins pratico-pratique, hein, ce que je vais partager là, que ce que j'ai pu partager dans la vidéo précédente, parce que la piste, c'est d'aller nourrir le terreau, plutôt que de pousser l'enfant. Nourrir le terreau, ça veut dire détecter les sujets sur lesquels il est enthousiaste à l'instant T. Ça veut dire le soutenir sur ces sujets-là. Veut dire aller trouver des ressources là, sur Internet si on est en mode confinement, ou à la médiathèque si on n'est pas en mode confinement, ou se débrouiller pour aller chez les voisins, même en confinement, quoi, trouver des moyens pour aller trouver de la nourriture sur les sujets sur lesquels il a envie et besoin d'être nourri à l'instant T. Et du coup, ça demande d'être vraiment très attentif à ça, à capter les signaux faibles de ces sujets-là. Ça, beaucoup plus. Donc on consacre notre énergie sur le fait d'enrichir le terreau, un peu comme un jardinier le ferait, plutôt que de tirer sur la plante. Et du coup de forcer les enseignements à un moment où c'est pas le bon moment, où c'est pas la bonne intensité, et où on va lutter pour qu'il y ait finalement très peu de progression, et du coup que ce cercle de motivation soit très peu nourri en fait. D'accord. Ça demande d'être attentif, ça demande d'avoir une énorme confiance en l'enfant, dans le fait qu'il est capable de progresser, mais pas forcément au moment où ça a été prévu qu'il progresse par le programme officiel. Ça demande du lâcher-prise vis-à-vis de la maîtresse, ça demande du lâcher-prise vis-à-vis des grands-parents, ça demande du lâcher-prise vis-à-vis des autres enfants, pour pas se comparer et arrêter de se prendre la tête. Et du coup, ça demande un vrai positionnement en tant que parent, de savoir dire non à la maîtresse et à l'institutrice, enfin à l'instituteur, là qui doit un peu être sur le dos, je pense, des enfants à distance, et lui dire bah non en fait, non. Non, plutôt que de gâcher l'énergie de la famille et plutôt que de le dégoûter d'apprendre, en fait il va juste apprendre ça, parce que ça l'intéresse et ça le passionne, et puis pour le reste on verra plus tard. Merci madame. Tu vois le genre de positionnement. Accessoirement, ça te permet là d'observer ton enfant dans des situations qui sont assez, finalement, sans doute, ces situations classiques d'apprentissage, c'est-à-dire d'apprentissage plutôt forcé. Tu vois, je mets pas de jugement là-dessus, mais tu as sans doute quasiment jamais observé ton enfant à l'école, et du coup, tu sais pas comment il fonctionne à l'école. Tu n'en as que des échos par la maîtresse, par lui, qui accepte ou pas de te dire des trucs quand il revient. Et, et dans les écoles standards, bah, la plupart des apprentissages sont forcés parce qu'il y a très peu d'autonomie pour choisir ce que l'enfant doit apprendre à l'instant T ou pas. Et il y a un peu de sens, mais pas toujours beaucoup. Et du coup, ton enfant, a priori, à l'école, ben, il se comporte d'une manière qui est peut-être pas très différente de ce que tu vois à la maison. Et du coup, profites-en juste pour l'observer, pour essayer de le comprendre et de pouvoir en parler plus tard avec lui quand il sera retourné à l'école. Concrètement, quelles sont les techniques qu'on utilise, les pistes qu'on utilise? On essaie un peu toutes les méthodes possibles et imaginables, qui ont toutes du bon et leurs limites. Ce que je recommande, c'est le jeu à outrance, mais vraiment à outrance. Le jeu classique, c'est-à-dire les Lego, c'est un moyen d'apprendre à compter de 1 à 14, parce que les grandes plaques, elles font 14, et du coup, il faut compter jusqu'à 14. C'est un moyen de développer sa créativité, c'est un moyen de développer sa persévérance, c'est un moyen de développer énormément de qualités, qui sont des qualités que je juge, moi, essentielles. Un jeu comme le Billboard, pardon, ça permet d'apprendre à compter. Un jeu comme le Rumicube, ça permet d'apprendre à manipuler les chiffres. Et un jeu comme Gang de Castor, qui est moins connu, Gang de Castor, excellent, ça permet d'apprendre à compter, mais plutôt pour les plus petits, 4-5 ans, de compter jusqu'à 10. Le fait de faire un gâteau, ça permet d'apprendre les fractions, ça permet de compter tout et n'importe quoi. Le jeu est partout, pour peu qu'on le voit partout. D'accord. Une addition, c'est un jeu, c'est une devinette, pour peu qu'on le voit comme un jeu. Écrire, lire, ce sont des jeux, pour peu qu'on le voit comme des jeux, plutôt que comme une punition ou comme une corvée. D'accord. Et du coup, ben, on invente plein de trucs, ça donne ce qu'on fait à table. Nous, ben là, j'ai pas ma tablette, je vais redescendre pour le repas. Ça donne j'ai une tablette, un Velleda, quoi, pas une tablette tactile, hein, c'est une ardoise Velleda avec un feutre Velleda où j'écris des trucs, j'écris des calculs, j'écris des mots à lire, j'écris des syllabes pour notre plus jeune, et j'écris il y a une tonne d'enseignements qu'on peut faire comme ça, de façon très très informelle, à table. Et ça permet de concentrer tout le monde autour d'un même sujet, ça permet accessoirement que les assiettes se vident toutes seules, et c'est vraiment super sympathique. Voilà vraiment le jeu sous toutes ses formes, le jeu de société, le jeu de cartes. Le jeu de cartes, ça permet de se familiariser avec les chiffres. Et d'ailleurs, la première fois où on a eu une inspection à la maison, on n'était pas très fan des évaluations, parce que l'évaluation, c'est typiquement le fait d'enseigner à l'enfant, pas de bien faire pour lui, mais de bien faire pour un adulte.
coup, ça n'était pas trop fan. Et du coup, on a demandé à l'inspecteur, vous faites comme vous voulez, si vous voulez l'évaluer, mais par contre, c'est par le jeu. Et rien d'autre. Voilà, débrouillez-vous. Et l'inspecteur a été super créatif. Ils ont joué à la bataille, ils ont joué au dé, ils ont joué à plein de trucs. Notre enfant devait avoir 6 ans, peut-être 5 ans, je sais plus, à 6 ans peut-être, à cet âge-là. Et du coup, il a pu tester plein de trucs. Ils ont joué au Scrabble, voilà, enfin, avec des pièces de Scrabble. Super, génial. Et le tout a été un jeu. Notre fiston, il a passé un super moment. Pas à un seul moment, il a eu l'impression d'être évalué. Et pourtant, il a été super bien évalué. Voilà. On utilise pas mal les lettres mobiles dans ces âges plutôt qu'à 5-6 ans, beaucoup les lettres mobiles de Montessori qui permettent de construire des mots. Ça marche bien. On utilise beaucoup le fait de toucher la matière pour apprendre à compter. Il faut comprendre que l'enseignement tel qu'il est fait dans la plupart des écoles, c'est très très abstrait. 1 plus 1 pour un enfant, c'est abstrait. Une pomme plus une pomme, le fait de le dire, ça reste abstrait. Le fait de dessiner une pomme à une pomme, ça reste même relativement abstrait. Le fait de toucher une pomme et une autre pomme et de dire combien j'en ai, là ça devient concret. D'accord ? Donc on a fait plein de trucs, nous, avec des fèves ou des pois chiches, les additions, comme ça marche très bien, les soustractions, ça marche très bien aussi. C'est le principe du boulier, en fait. Le boulier, c'est concret. Voilà. Donc autant que possible, on a mis du concret dans tout ça. Pour les lettres, on a utilisé les alphas. On était très très outillés sur ces âges-là de 4-5 ans, de trucs très simples, 4, 5, 6 ans, même 3, 4, 5, 6 ans, même 7 ans en fait, de trucs très très simples. Et puis un peu après, on est plus sur l'écriture, où là c'est vrai que c'est pas notre point fort, donc on essaie de trouver des prétextes, etc. pour faire écrire. Dans le cadre des passions de notre aîné, principalement, lui, il adore la paléontologie, du coup il écrit des trucs sur toute la collection de paléontologie qui se fait, et de pierres, de choses comme ça. Qu'est-ce que je peux partager d'autre ? Le calcul mental, ça marche très bien, ça pour peu qu'on en fasse un jeu, etc. etc. Donc vraiment, la technique, c'est jouer, voir tout comme un jeu. Et du coup, ça permet d'apprendre. Quand on pouvait se déplacer, là, on jouait à déchiffrer les plaques d'immatriculation, ça permet de travailler les chiffres et les nombres et les lettres. On jouait... il y a de l'écrit, il y a des noms partout, c'est omniprésent pour peu qu'on le regarde. Voilà. Je recommande un blog qui est très bien foutu sur qui est un peu axé l'escolarisation, mais qui est très axé en fait apprentissage respectueux, et entre autres apprentissage respectueux pour tous les 10 dyslexiques, 10 etc., qui s'appelle S'instruire autrement. C'est des amis qui tiennent ça, et c'est très bien, tenu par une institut Montessori, mais qui a une grosse expérience d'instruction à la maison et de fonctionnement avec des 10 quelque chose. Voilà, ça marche vraiment très bien. Qu'est-ce que je peux rajouter sur les apprentissages ? C'est génial d'observer son enfant dans cet état de flow, c'est-à-dire cet état cette triplette là de sens. Il sait pourquoi il le fait, il décide de l'intensité et il se voit grandir. Ça nourrit en lui, pour moi, la capacité d'apprendre quoi qu'il veuille apprendre dans sa vie, et c'est vraiment, en tant que parent, moi, un des sujets qui est extrêmement important pour moi. Ça nourrit son estime de lui aussi, et je trouve ça assez génial. Je pense que ça s'entend quand je partage tout ça. Voilà, j'espère que ça t'aura donné des pistes, soit pour dédramatiser, soit pour passer à l'action. Je suis preneur de tes commentaires, comme cette vidéo-là, elle est peut-être un peu moins pratico-pratique que ce à quoi tu t'attendais. Je suis preneur de tes questions, et puis de tes commentaires. Une fois de plus, c'est avec tes commentaires que moi je me nourris pour enregistrer la suite. La prochaine vidéo qui est dans les tuyaux, si les 2 premières résonnent bien, il y en aura une 3e qui reviendra sur le fonctionnement entre parents et enfants, avec des techniques un peu plus avancées de communication non violente, de comment est-ce qu'on gère les émotions, comment est-ce qu'on gère les pics émotionnels des adultes comme des enfants. J'en parlerai dans cette 3e vidéo, si effectivement les 2 premières fonctionnent bien. Voilà, mais si tu veux être au courant de la suite de ces vidéos ou de la suite des vidéos de Libérer la Bête, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être notifié. Si tu ne cliques pas sur la cloche, tu ne seras pas notifié. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes de ton entourage à qui tu penses que ça pourrait être utile. C'est vraiment un plaisir de les aider aussi. Voilà, je te dis à très bientôt et merci beaucoup.